Après l'éducation, donc avec Faiza Zerwala, une nouvelle séquence. Vous êtes à Mediapart. Tous les candidats ou candidats à la candidature y ont droit. Les questions de transparence, de vertu républicaine, de rapport à la morale républicaine. Et nous allons discuter de ça avec Fabrice Arfi et en voyant une petite séquence avec l'un de ceux qui vous a précédé la semaine dernière, Arnaud Montebourg. Moi, je suis favorable à ça. Je pense que... Un casier vierge pour tous les candidats aux élections. Oui, je trouve que c'est une bonne idée. Je ne savais pas que Vincent Payon ou Emmanuel Macron proposaient ça. Je pense que c'est une bonne idée. Il y a un casier vierge pour le patron du Parti Socialiste. C'est une bonne idée. Je fais les sous-titres moi-même de mes propres questions. Oui, je n'avais pas pensé à ça. Jean-Christophe Cambadélis a été condamné, vous savez, 2 fois. C'est vrai qu'on s'acharne souvent sur le mise en examen, mais il y a quand même des condamnés, quand même. Jean-Christophe, il y en a quelques-uns. Condamné 2 fois. Condamné 2 fois pour emploi fictif. Moi, personnellement, je vais vous dire, je trouve ça normal. Mais pour moi, normal ça va de soi. qu'il ait été condamné et donc normal. Non, condamné, je ne sais pas. Normal que la proposition faite par M. Macron, M. Payon, aille de soi. Ça va de soi. En tant que socialiste, vous n'êtes pas fier d'avoir un premier secrétaire qui a été condamné 2 fois. C'est difficile, M. Plenel. C'est difficile de quoi, pardon? C'est difficile de... À votre avis, qu'est-ce qui est difficile? Voilà. Moi, je n'ai pas voté pour lui. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Fabrice Arfi. Bonjour, monsieur Payon, bonsoir. Vous n'allez donc pas y couper, c'est un peu le running gag de notre émission consacrée aux primaires du Parti Socialiste. Arnaud Montebourg vous suit sur la question du casier vierge pour les candidats. Monsieur Macron, en dehors de la primaire aussi. Benoît Hamon, juste avant vous, également. Manuel Valls. Il n'a pas pu venir ici, il avait piscine. On ne sait pas ce qu'il pense précisément sur la question, absolument. Même question qu'à Arnaud Montebourg. Vous êtes pour instrument de moralisation de la vie politique. Quel est votre commentaire sur le patron du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, qui est 2 fois condamné dans des affaires politico-financières? Vous savez, j'ai la chance, mais chacun choisit ce qu'il veut, de penser que la loi n'est pas rétroactive et de maintenir un certain principe. Et deuxièmement, de ne pas penser qu'on réforme par des attaques ad hominem. Donc, je ne me prononcerai pas là-dessus, je fais mes propositions. Je ne me sentirai pas quitte du point de vue éthique, vous voyez, donc je vous réponds. Je fais cette proposition. J'en fais d'autres. C'est Cambadélis que ça concerne. J'en fais d'autres. Mais je viens de vous le dire. C'est votre parti. C'est mon parti. Ça vous quoi? Vous êtes peut-être au courant, d'ailleurs. Petit A, c'est choquant. Petit B, c'est scandaleux. Petit C, c'est anormal. Ça ne me semble pas la question essentielle. Parce que vous voulez que je m'exprime sur mon parti. On est dans une ambiance générale où les choses sont comme ça. Ce parti, vous montriez Arnaud Montebourg, il a eu la gentillesse, comme Benoît d'ailleurs à l'époque, lorsque j'ai démissionné du porte-parole du Parti Socialiste, le seul dans son histoire, en 2002 pour créer le nouveau Parti Socialiste et entrer dans l'opposition pour tant d'années. Je me suis exprimé à de multiples reprises là-dessus. Je n'entre pas dans cette campagne avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'extrême droite, sur la droite, en pensant, je fais mes propositions, que je vais d'abord venir régler mes comptes avec un certain nombre de responsables. Bon, voilà. Est-ce que ça ferait le jeu de l'extrême droite? C'est ça que vous voulez dire? Non, je pense qu'on aurait dû faire sur un certain nombre de sujets, mais j'aimerais qu'on en parle. L'indépendance du parquet, les questions de... Je pense que, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui nous aide non plus. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui ce soit le sujet majeur. Et je pense que quand je fais des propositions qui valent pour tous, pas la peine d'en désigner un. Non, mais vous parlez d'attaque ad hominem. Ah oui, il a un nom, il a un prénom, c'est une personne, donc c'est une attaque ad hominem. L'autre face de la pièce, c'est peut-être parler d'un exemple. Il faut des exemples. Les gens sont adultes, les gens sont majeurs, les gens ont des noms, des prénoms, des chemins, des parcours qui sont aujourd'hui à la tête du parti qui organise les primaires à laquelle vous concourez. Vous savez, quand j'étais assez jeune, on m'a dit, et je le crois puisque je l'ai appliqué pour moi, il faut être mandat unique, c'est mieux. Il faudrait renouveler la vie politique, il faudrait des gens jeunes. C'est pas bon d'être mis plusieurs fois en examen, voire plusieurs fois condamné. Bon. Et donc, et ce serait mieux qu'il y ait des femmes en politique. Donc, face à un sénateur dans l'Oise, j'ai présenté une femme formidable qui venait d'une association, qui était jeune. Le sénateur s'appelait Dassault. Je ne ferai pas non plus de nom, je vais vous décevoir. Hein. Je ne ferai pas de name dropping, même pour les noircir jusqu'au bout. Mais enfin, la République n'est pas anonyme non plus. La République n'est pas anonyme, mais les principes, vous savez, je préférais, parce que des noms propres, j'en vois toute la journée. Hein. La politique qui se réduit à ça, hein, le fait divers, j'en ai marre. Donc, les principes, c'est pas contre vous, hein, mais vraiment les principes. J'essaye de m'y tenir, pas toujours facile, hein, même pour moi, j'ai mes petites bassesses, j'ai mes petites rancœurs, mais j'essaye de me tenir à des principes. Les principes, ils sont nets.
Il faut qu'ils soient nets. Ils parlent d'eux-mêmes. Je veux l'indépendance du parquet. Vous me dites qu'on va y revenir, on y revient. J'ai fait cette proposition qui était d'ailleurs portée par Anticor depuis un moment, qui est sur le casier judiciaire. Ça ne me semble pas extravagant. Je pense aussi, on va y venir, sur les questions de fraude fiscale, etc., que ces questions sont essentielles. Et aussi, plus globalement, c'est quand même très étonnant dans notre pays. Pas seulement l'indépendance du parquet, les moyens qu'on donne à la justice. Comment ce pays piétine sa justice? J'ai regardé votre programme. On doit faire crédit qu'il est, sur ces questions-là, charpenté. Vous êtes, comme d'autres, pour la suppression de la CJR. Vous êtes pour l'indépendance, la Cour de justice de la République, qui est encore un tribunal d'exception. C'était d'ailleurs une promesse d'Hollande. Qui était une promesse d'Hollande, et une promesse qui, comme d'autres, ne sont pas exécutées une fois au pouvoir. Vous êtes pour l'indépendance des procureurs, qui sont les magistrats, pour ceux qui nous regardent en France, qui ont l'opportunité des poursuites, c'est-à-dire ce sont eux qui ouvrent les enquêtes et qui en définissent le champ d'investigation. Vous êtes pour la suppression du verrou de Bercy, c'est un terme un peu barbare, mais qui permet de donner toute plénitude aux procureurs pour enquêter contre la fraude fiscale d'un point de vue pénal, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France. Il y a des propositions. Et vous parlez de la question des moyens. Alors, j'ai regardé dans votre programme sur d'autres questions, et c'était la discussion que vous aviez avant avec Faiza Zerwala. Sur l'éducation, vous chiffrez les choses. Vous savez qu'il faut 8000, c'est le nombre d'enseignants supplémentaires qui seront recrutés dans l'enseignement supérieur. C'est dans votre programme. Vous avez des montants, 100 millions d'euros supplémentaires par an seront consacrés à l'Agence nationale, c'est pour la recherche. Bon. Quels sont les chiffres que vous proposez dans la lutte contre la corruption et la fraude fiscale? Combien de fonctionnaires de police judiciaire en plus? Combien d'agents des impôts en plus? Combien de douaniers en plus? Qui n'est même pas une dépense, c'est un investissement vu l'argent qu'ils vont faire rentrer dans les caisses de l'État. Alors, d'abord, sur l'affaire du verrou de Bercy, c'est intéressant ce que vous dites, parce que l'argument, dans le fond, de Bercy depuis des années, vous le savez peut-être, et vous le savez sûrement, vous connaissant. Il faut expliquer bien la maîtrise des poursuites. Donc, c'est-à-dire que c'est le ministre du Budget qui décide si on poursuit ou pas. Et dans ce pays, les juges sont donc dessaisis, et c'est même pas considéré, c'est-à-dire que c'est même pas nominatif. On parlait du nominatif. Celui qui a fait l'infraction, il n'y aura jamais de publicité. Donc, arrangement. Quelle est l'idée de Bercy? Et vous savez que je travaille ces questions avec beaucoup de jeunes parlementaires, et elle est moins jeune, la rapporteure générale du budget, qui a été confrontée à ces questions ces dernières années, et d'autres parlementaires intéressants. Mais ils ont toujours eu le même argument que moi je connais depuis un peu plus d'années, on va dire, qui est de dire nous sommes plus efficaces comme ça. Tiens donc, 1000 ouvertures. Bouge pas depuis 20 ans. Ouverture d'enquête judiciaire. Oui, finissez mes phrases, ça arrangera c'est un défaut que... Bon. Et donc, 1000 ouvertures qui ne bougent pas. Tous les autres pays fonctionnent autrement. Et donc, bien entendu, il faut avancer là-dessus. D'ailleurs, d'une certaine façon, se normaliser. On a, c'est très difficile de savoir, parce que c'est de la fraude, mais disons 80 milliards en termes d'impôts. On a quand même sans doute une vingtaine de milliards, un peu moins, me dit-on, mais à peu près sur les cotisations. Vous vous rendez compte, 100 milliards? On parlait du budget de l'éducation tout à l'heure. On va regarder l'état de nos hôpitaux ou de notre... L'argent est là. Voilà. Enfin, cet argent est là si on arrive à le retrouver, donc il faut se donner tous les moyens pour le faire. Et dans le même temps, on nous dit, on ne peut pas, et on ne peut pas le donner à la justice, parce que d'abord c'est moins efficace, surtout quand on appauvrit, ce qu'on avait connu avec Montebourg, parce que malgré tout on s'est un peu battu sur ces questions ensemble pendant quelques années, c'est-à-dire sur le blanchiment, sur la lutte contre la corruption. C'est qu'on enlève les moyens à ceux qui sont chargés, alors les moyens juridiques ne sont pas là, mais on enlève les moyens matériels et financiers. Alors pourquoi je fais cette proposition qui n'a jamais été faite dans l'histoire de Donc c'est une erreur politique de François Hollande de ne pas l'avoir supprimé, ce verrou de Bercy, après l'affaire Cahuzac, puisque c'était en débat. Et ça a été décidé par François Hollande à l'Élysée, en l'absence d'ailleurs de la ministre de la Justice, Christiane Taubira. Voilà, vous êtes même mieux informé que moi, vous voyez, je ne sais pas ça. Mais enfin, ce n'est pas François Hollande et puis tout le monde, parce que c'est exactement tout le monde, depuis très longtemps, qui protège ce système très particulier. On va voir si on parle de recherche, je vous montrerai aussi que Bercy a pris la main sur la recherche française. Ma question, mais par le commissariat général aux investissements, qui gère ces fameux projets qui a l'argent, et qui, dans le fond, est en contradiction avec un ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, devenu secrétariat d'État sous la gauche.
et dont le ministre, ou le secrétaire d'État, qui a réussi à avoir un peu d'argent cette année, vous dit, mais enfin moi je l'ai vécu dans mes responsabilités, que cette politique de recherche tournée quand même vers l'industrie et l'innovation essentiellement, plutôt que la recherche fondamentale, elle est pilotée à partir de ces projets. Donc mais je veux répondre... Monsieur Peillon, ma question... Et je le propose dans mon projet. Ma question, c'est combien de fonctionnaires vous embauchez? C'est un projet de gauche, mais c'est un projet précis. Voilà. Alors, combien de fonctionnaires vous embauchez? Non, alors, pourquoi? Je réponds à votre question. Affectés à la lutte contre la corruption et la je vous réponds. Je ne fais ça sur aucun sujet. Vous dites 8000 postes pour l'enseignement supérieur, 4000 pour la recherche. C'est ça mes propositions. Je n'ai pas dit si je les mettais en sciences humaines, si je les mettais en biologie, je pense que ce n'est pas de ma responsabilité et que la discussion doit avoir lieu avec les principaux intéressés. Ce que je dis sur ce volume-là, c'est que je vais augmenter le budget de la justice, là on n'est pas sur la police, de la justice de 1,8 milliard dans les 5 années. Ça ne s'est jamais vu. Donc on va donner des moyens qui n'ont jamais été donnés à la justice, en plus du fait qu'on va donner l'indépendance au parquet. Et la police? Parce que la magistrat sans enquêteur, Oui, mais là aussi... Il faut des policiers, il faut des douaniers, il faut des agents du fisc. Oui, il faut savoir aussi qui commande. Moi, c'est un sujet qui nous passionne, on va boire un café ensemble quand vous voulez. On a d'autres... Vous voulez dire que la priorité, c'est la justice, c'est pas la police. Qui fait les enquêtes financières en France? Est-ce qu'elles sont protégées par le secret défense? Est-ce que l'article 40 est employé? Bon, tout ça, ce sont des sujets majeurs pour les gens qui veulent lutter contre la corruption. Ce n'est pas qu'une question d'argent. On a des questions qui sont d'ordre, je dirais, juridique. Et puis après, on a des questions de moyens. En réalité, les moyens par rapport à ce que je propose, si vous dites je vais mettre 100, 200, 300, 500 enquêteurs de plus, là, avec ce qu'on a comme budget, il faut que vous imaginiez que c'est plusieurs milliers de postes. Alors j'en propose dans la police, je ne dis pas où non plus. On parlera de la police républicaine, si vous voulez, personne n'en parle dans ce pays. Ça m'intéresse de préciser ce que j'entends par police républicaine. Mais nous avons aussi la question, évidemment, des enquêteurs sur ces questions. Je pense que, et c'est normal que vous me questionnez, mais il y a tout dans mon projet. Alors, Fabrice, dernière question. Et je ne suis pas Bruno Le Maire, donc je n'ai pas encore fait les 1000 pages, mais j'en ai d'autres en réserve. Dernière pour vous, question. mon cher Arnaud. Dernière question. Symbole de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, l'affaire qui vise la banque UBS en France. Instruction gigantesque. La banque est mise en examen comme personne morale en France, mais également la maison mère en Suisse. Et à la faveur d'une loi qui vient de passer, la loi Sapin 2, la banque entre en négociation éventuelle avec la justice pour éviter le procès, et non seulement éviter le procès, un peu système à l'anglo-saxonne, en échange de paiement d'amende, mais non reconnaissance de la culpabilité. En tout cas, ça n'est pas très précis dans la lettre et l'esprit de la loi. Alors, ma question, elle est très simple. Est-ce que vous pensez que l'argent règle les problèmes de l'argent? Non. Je pense même que dans la... Vous savez, la corruption, dans ma culture, vous l'entendez comme vous voulez, moi, ma culture fait que la corruption, c'est le contraire de la génération. C'est ce qui détruit. C'est ce qui détruit. C'est ce qui détruit. L'origine grecque. Donc c'est ce qui amène la mort. Et la mort, elle prend des formes différentes, mais elle prend la forme des extrémismes et donc la corruption de notre système. Pourquoi je fais ça sur la justice et pourquoi je pense que ces questions doivent être réglées au maximum? Pas parce que, bon, je n'ai pas la passion, je ne suis pas un enquêteur, je n'ai pas un goût particulier pour ces choses-là. Mais la perte de confiance, elle est réelle de nos concitoyens dans les institutions qui sont les leurs. Quand je commence mon projet par dire « je veux rendre la République aux citoyens », par la question à ces citoyens, la République à tous les citoyens, par ces questions qui sont la proportionnelle, etc., pour moi, c'est pour ça que je l'ai mis tout de suite, l'indépendance. Je pense que c'est de même niveau. Parce que les gens, toute la journée, ils entendent ça, les 400 millions de l'arbitrage, 400 millions d'euros. Vous savez l'état de nos urgences aujourd'hui. On parle de l'arbitrage de Bernard Tapie. Merci de finir mes phrases. C'est de l'arbitrage de Bernard Tapie. Mais c'est quand même 400 millions, les gens ils se disent. C'est un bonhomme qui reçoit dans un arbitrage sans que ce soit... Etc. Donc cela vous heurte que la banque puisse négocier en l'absence de procès? Ça me heurte profondément. Et j'ai dit tout à l'heure même que dans nos affaires d'évasion fiscale, ce qui me heurte dans ces négociations, c'est aussi le fait que ces gens-là ne soient pas reconnus comme ayant été coupables, ça n'est pas inscrit. Moi, je connais des types qu'on fait, ou des dames, ou des bien moins, et qui à vie sont marqués. Alors, si ça fonctionne comme ça, c'est inacceptable. Donc, si nous, pas seulement de gauche, républicains, parce que je connais des gens, je pense à François Bayrou et d'autres, qui sur ces sujets sont capables aussi de se dire ça n'est plus tolérable, ça n'est plus supportable, ça mine ce à quoi on croit le plus. Parce que, en plus... Parce que ce n'est pas une question de droite ou de gauche, l'évasion fiscale.
il y en a qui favorisent quand même, on pourra en parler sur les votes européens, on pourra quand même, il y a quand même, on voit la droite qui revient toujours. Moi, j'ai beaucoup plus de soutien sur ces questions et depuis très longtemps avec la gauche. Il ne faut quand même pas exagérer, c'est pas la même chose. En théorie, après, il est clair que, regardez, le verrou de Bercy que vous avez évoqué vous-même, ce serait marrant d'ailleurs de faire un débat, vous l'avez peut-être fait, mais un débat très long, parce que moi, je me suis rendu compte que très peu de gens comprennent. Le mécanisme est compliqué, parce que il y a un bureau, enfin, il y a commission des infractions financières. Il y a une commission, donc c'est sur autorisation. Après, selon que l'infraction pénale est en bande organisée ou pas, ou l'évasion, bon, c'est pas le même statut. Donc tout ça est un peu compliqué, mais doit appartenir aux citoyens. Donc il faut prendre le temps aussi de l'expliquer, parce que j'ai vu que même pour des femmes et des hommes politiques, et ça vous devez le comprendre de votre point de vue, il y a des gens qui pensent qu'il y a d'autres priorités. Moi, je ne leur en veux pas. Oui, le social, l'économique, le travail, et qui pensent que ces questions sont dans le fond un peu secondaires. Moi, je crois qu'ils se trompent. Nous pensons que c'est lié. Bien. Oui, mais dans la tradition, vous savez, dans la tradition, vous pensez que c'est lié, oui, moi aussi, mais vous êtes quand même obligé de penser que vous n'êtes pas le centre du monde. Donc, il y a des gens qui ne pensent pas comme vous et qui sont quand même de gauche, voilà, et qui pensent qu'il y a d'autres priorités. Bon. Mais moi, personnellement, et surtout avec le temps, parce que la rupture de confiance, elle est considérable. Or, la rupture de confiance avec nos institutions, mais ça vaut aussi, vous savez, par exemple, sur les délais d'exécution de la justice, ça vaut aussi pour la délinquance. Quand il y a des gens qui vivent dans des quartiers difficiles et qui se retrouvent avec des délinquants qui les enquiquinent, etc., qui veulent se défendre, la justice, elle est là pour protéger les plus faibles. C'est ça le plateau de la balance. Et que c'est 360 jours en France pour voir que, bon, c'est le même, enfin, pris par un autre bout, c'est la même perte de confiance dans les institutions et la justice. Donc ces questions sont fondamentales. Fabrice, merci. Nous allons passer... C'est déjà fini ? On ne pourra pas aborder tout. Si vous gagnez le 29, le 22 puis le 29, vous reviendrez, comme tous les... Je le dis à tous les autres, sur le format plus long de candidat à la présidentielle. On pourra parler de la police républicaine. Vous regrettez de ne pas en parler tout à l'heure. C'est un sujet très important.